Alors, deuxième partie de la séance d'aujourd'hui, partie consacrée à la phonétique. Nous avons seulement 2 fiches à, commenter, mais ce sont 2 fiches assez importantes qui, résument, pour ainsi dire, les, traits principaux, linguistiques, du, XVIIe siècle. Donc on passe tout de suite au commentaire des, fiches. Alors, il y a en fait une importante réforme orthographique qui correspond évidemment, également à une réforme phonétique au courant du XVIIe siècle. Cela n'est pas une véritable réforme très ordonnée. Il y a plusieurs acteurs, impliqués dans cette réforme, notamment les imprimeurs qui ont peut-être le rôle principal, en tout cas au début, parce que ce sont eux qui appliquent, qui mettent en pratique ces règles dans leur, volume. Des auteurs tels que Corneille, on verra que, Corneille a une vision, comment dire? Très moderne, heu, de, la question orthographique et ensuite le rôle de l'académie qui interviendra pour fixer ces règles orthographiques, cette nouvelle réforme orthographique. Avant tout, je vous annonce quelles sont les, conquêtes principales de cette réforme orthographique. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une réforme appliquée, immédiatement, heu de la même manière partout. C'est-à-dire qu'il y a certains traits qui sont acceptés plus rapidement et de manière généralisée, d'autres qui le sont moins, pour ainsi dire, qui nécessitent de temps pour être, heu, acceptés et appliqués par les auteurs et par les imprimeurs. On remarque une distinction générale entre I et J et entre U et V qui est désormais assez bien établie, ainsi que, la généralisation de l'emploi de l'accent circonflexe et de l'accent aigu pour marquer l'allongement de la voyelle devant S. Un S qui est toujours, utilisé pour l'instant, mais qui n'est pas prononcé et qui bientôt, disparaîtra aussi au niveau grammatique. Quelle est la différence entre l'accent circonflexe et l'accent aigu, notamment pour le «et», qui est la seule lettre qui peut utiliser les deux? Normalement, l'accent circonflexe indique un timbre ouvert du «et», alors que l'accent aigu indique un timbre fermé, le «et» fermé. Alors, je vous avais parlé donc de, la prise de position de Corneille par rapport, à la question orthographique. Il y a notamment dans, la préface, de l'édition, des œuvres de Corneille publiée en 1663, une prise de position très anticipatrice dans laquelle Corneille adopte toute une série de normes, on le verra dans le commentaire des textes, qui finalement, finiront par être acceptées de manière générale, mais pas tout de suite. Donc ce n'est pas grâce à Corneille finalement, ou en tout cas pas directement grâce à l'influence de Corneille que ces suggestions, seront acceptées dans l'orthographe du français, mais il faudra du temps pour une réélaboration de ces normes. C'est tout de même intéressant de voir que certains auteurs ont, une attention et une sensibilité particulière par rapport à la phonétique et à l'orthographe et qui ont une compréhension des choses très anticipatrice et qui, donc, hem, pour cette raison, proposent, des réformes qui seront acceptées après un certain temps. Une autre innovation fondamentale, mais qui aura lieu plutôt à la fin du siècle, est l'introduction du D et du T devant le S du pluriel, notamment dans des formes telles que correspondant, étudiant, diamant, toutes les formes que vous voyez là, qui sont des formes normalement écrites sans le T et sans le D. On va réintroduire cette consonne, même si elle n'est pas prononcée. Alors là, c'est une, conquête très lente, encore au XVIIIe siècle, comme on verra, certains écrivains, certains auteurs utiliseront les formes sans T et sans D, mais petit à petit, cette innovation se répandra jusqu'à être fixée dans la langue française. Il y a ensuite les prises de position dès l'Académie française elle-même, notamment appelées à se prononcer sur la question orthographique
l'Académie française refuse l'orthographe phonétique. Ça, c'est une prise de position très importante parce que imaginez-vous qu'est-ce que ça aurait pu donner si l'Académie française était partie comme ça aurait pu arriver sur une base d'orthographe phonétique. Très probablement, l'orthographe du français moderne serait beaucoup plus simple. Par contre, euh, par principe, l'Académie française refuse, dans une prise de position en 1673, d'adapter la langue française à l'orthographe phonétique parce que c'était justement une orthographe considérée populaire. On le verra dans le commentaire des textes, effectivement, les écrivains qui ont moins de culture ont tendance à écrire le français tel qu'ils le prononcent, et donc de s'adapter à une orthographe phonétique. La résistance de l'Académie française vers tout ce qui est populaire, donc la position, encore une fois, élitiste et aristocratique de l'Académie française, fera en sorte que cette orthographe sera refusée. Et en fait, le premier dictionnaire du 1694 confirme le choix. Si vous allez voir la graphie des mots, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une graphie étymologique, c'est-à-dire d'une graphie qui se rapproche encore à la graphie latine avec des consonnes qui ne sont pas prononcées, mais qui sont là justement pour se rapprocher à l'étymologie des mots. Il y a tout de même, dans le dictionnaire du 1694, l'élimination de certaines lettres superflues dont certaines n'étaient même pas étymologiques. C'est le cas du G dans un, par exemple. Et dans d'autres cas, des consonnes qui étaient bien étymologiques, mais qui sont éliminées parce qu'ils se trouvent en position finale de mot, dans une position particulièrement faible, dans laquelle depuis le haut Moyen Âge, ces lettres n'étaient plus prononcées. Donc toute une certaine série de formes telles que le D de nu, de blé, etc., sont éliminées de la graphie. Et aussi certaines exagérations telles que avril écrit avec PV, donc une double consonne qui était absolument inutile, le double A de âge et d'autres formes telles que celles que vous voyez affichées. Alors, il faut considérer une chose, que le résultat de cette opération, finalement, est un système quelque peu anarchique et mixte. Ça, c'est une constante qu'on verra, qu'on constatera dans toutes les réformes modernes. Parce que, contrairement à l'époque médiévale, dans laquelle la matière linguistique était beaucoup plus souple, et donc elle acceptait toute une série de graphies différentes, il n'y avait pas une orthographe fixée. Or, lorsque la matière est beaucoup plus souple, elle est plus facile de la travailler et de lui faire accepter certaines réformes. Au XVIIe siècle, même s'il n'y a pas encore eu des prononciations officielles sur l'orthographe, certaines habitudes s'étaient désormais enracinées et fixées. Donc la matière orthographique, la matière lexicale n'est plus du tout souple, elle commence à devenir rigide. Et c'est beaucoup plus difficile d'intervenir sur une matière rigide. On essaie de faire une réforme, mais euh, certaines parties de la réforme seront acceptées et par contre, d'autres parties continueront de résister selon les vieils usages. Notamment, dans le cas des consonnes superflues, on constate l'établissement d'un système mixte. Donc, on a par exemple la conservation des consonnes étymologiques dans des formes telles que temps et doigt, qui dérivent du latin tempus et digitum, mais de l'autre côté, on a des formes telles que devoir, avec l'élimination du B qui pourtant était utilisé dans certains cas à partir du moyen français, et on a février au lieu de la forme ancienne février avec BV. Donc vous voyez un système mixte. Deuxième fiche de la partie phonétique d'aujourd'hui, les grammairiens essayent de réintroduire également la prononciation des consonnes, de certaines consonnes finales. Donc on a vu que d'un côté, il y a l'élimination de certaines consonnes qui n'étaient plus utilisées et plus prononcées depuis déjà le Moyen Âge, mais de l'autre côté, d'autres formes, d'autres consonnes finales
sont réintroduites. Et là aussi, l'hésitation entre le maintien, la conservation et l'élimination des consonnes finales génère un système mixte. C'est la raison pour laquelle, en français, par exemple, on a cap, dans lequel le P se prononce, mais on a aussi drap, dans lequel le P ne se prononce pas. On a bœuf, avec prononciation de la consonne finale, mais on a cerf, sans prononciation de la consonne finale. Donc vous voyez que les interventions, même qui viennent d'une institution pleine d'autorité comme l'Académie française, ne sont pas acceptées et n'arrivent pas à modifier une matière déjà assez rigide comme l'orthographe et la prononciation généralisée du XVIIe siècle. On constate encore des cas d'hésitation dans la prononciation du même mot. Par exemple, on voit une hésitation dans la prononciation ou au out. Les deux sont possibles, on entend les deux finalement. On peut dire de même bu ou but. D'habitude, on ne prononce pas le T dans fait, c'est un fait, mais dans l'expression en fait, oui, on le prononce. On ne prononce pas le T dans le verbe soit, mais on le prononce dans l'expression soit, soit. Donc vous voyez qu'il y a parfois dans le même mot une hésitation de la prononciation. Un autre phénomène, c'est la réintroduction du R final dans les infinitifs. Je crois que je vous avais déjà anticipé le fait que c'était un trait typique de la prononciation parisienne que d'éliminer le R dans les infinitifs. Et en fait, euh, dans la prononciation encore aujourd'hui, certains R ne sont pas prononcés. Mais encore une fois, la réintroduction du R final génère un système mixte. Si on prend par exemple la conjugaison en ir, alors dans ce cas, le R est d'habitude prononcé. Finir, dormir, voir. Mais si on prend les verbes de la conjugaison en R, dans ce cas, le R n'est pas prononcé comme un aimer. Et cela vaut également pour d'autres mots avec R final, même s'il ne s'agit pas de verbe. On dit, par exemple, chanteur avec R final, mais on dit premier sans le R final. Donc vous voyez que ces tentatives de réglementer la langue finalement aboutissent à une sorte d'anarchie et de système mixte. Autre phénomène dont il faut tenir compte, c'est la prononciation de O. Là aussi, la langue parlée populaire parisienne avait tendance à fermer la prononciation du O jusqu'à la prononcer OU. Mais cette prononciation est considérée populaire et en tant que telle, elle est condamnée par l'Académie. Mais encore une fois, c'est trop tard pour changer entièrement l'usage général et il y a une hésitation qui génère encore une fois un système mixte pour lequel on dit porter, donc on n'est pas venu à rétablir la prononciation O dans ce mot, mais on dit tourment. Et pourtant, dans les deux cas, à l'origine, il y avait un O latin. Donc, dans certains cas, on a rétabli la prononciation classique, pour ainsi dire. Dans d'autres cas, on a été obligé d'accepter la prononciation populaire, comme dans le cas de tourment. Je termine la partie phonétique d'aujourd'hui en vous parlant d'un instrument très important pour comprendre la langue parlée de l'époque et en particulier la langue parlée par le roi. Il s'agit du journal de Jean Héroard, qui est le médecin personnel du roi Louis XIII. On n'aura pas le temps de commenter ce texte dans la partie textuelle, mais dans le manuel de Perret, vous avez des extraits de ces textes très intéressants commentés pour voir comment parlait le roi et en particulier comment parlait le roi enfant, c'est-à-dire à cet âge dans lequel l'influence de la langue orale était plus évidente. Par exemple, on constate chez le petit Louis XIII une alternance entre ou et o dans la prononciation, ainsi que l'élimination du S devant la consonne, même à l'écriture, comme vous pouvez constater
dans le manuel de Perret, et l'omission de sujets pronominaux que pourtant, comme on a vu dans la dernière séance, a été condamnée par les grammairiens et par les auteurs du XVIIe siècle. Ou encore des traits qui nous font voir, qui nous montrent que la langue parlée et écrite par le jeune Louis XIII est une langue marquée par des traits qui sont typiques de l'oralité et aussi bien par quelques traits populaires. Donc vous voyez que le combat et la définition de Vaugelas et des puristes en général pour fonder un bon usage doit aussi combattre contre l'emploi de la langue qui est faite par le roi lui-même. C'est une des raisons pour lesquelles Vaugelas insistera sur le fait que la base, le fondement de la langue n'est même pas l'usage du roi, mais de la meilleure partie de la cour, ainsi que de l'usage linguistique fait par les meilleurs auteurs du temps. On reviendra sur ça dans la partie textuelle, qui est la dernière partie de la séance d'aujourd'hui.